Séville était autrefois un raté complet, sans abri et sans aucun souvenir de son passé. Cependant, le destin en avait décidé autrement. Car caché en lui se trouvait le pouvoir d'un sorcier suprême, doté d'une énergie magique infinie que personne n'aurait pu imaginer. La vie de Séville ne changea véritablement qu'un jour fatidique. Sous une pluie battante, une mystérieuse et magnifique femme le remarqua dans une ruelle sombre. Cette femme découvrit rapidement que les yeux brillants du garçon étaient identiques aux siens. Elle décida de le recueillir, conduisant Séville là où elle pensait qu'il appartenait, la célèbre académie de magie du royaume de Wina, un lieu qui formait des sorciers et des sorcières d'élite. Peu de temps après, Séville vivait à l'académie depuis déjà 5 ans. Étrangement, durant tout ce temps, son seul exploit avait été de se classer premier en partant du bas, car il était totalement incapable de lancer la moindre magie. À cause de ce résultat, Séville fut convoqué dans le bureau de la directrice pour être interrogé. En chemin, il tomba sur une scène chaotique. Devant le bureau, une petite fille blonde au caractère obstiné criait à tue-tête, appelant sans cesse la directrice par son nom et exigeant de la voir. Comme personne ne lui prêtait attention et que Séville l'empêchait d'entrer malgré le vacarme qu'elle faisait, la fillette l'attrapa sans gêne, l'utilisant comme otage pour menacer les autres. Elle cria que si la directrice n'ouvrait pas la porte, elle ne pouvait garantir la sécurité de Séville. Alors que la situation devenait tendue, un homme loup nommé Indom apparut soudainement. Il désarma rapidement la fillette blonde, faisant voler son précieux bâton lunaire dans les airs avant qu'il ne tombe au sol et ne retrouve sa forme originelle. En voyant cela, le gentil Séville se pencha pour le ramasser. Mais ce geste faillit lui attirer de graves ennuis. Heureusement, la fillette blonde et l'homme-bête intervinrent juste à temps. Sinon, Séville aurait pu perdre la vie. La fillette éclata immédiatement en sanglots, car son bâton avait été repoussé comme une balle. À ce moment-là, la porte du bureau de la directrice s'ouvrit brusquement. La directrice Albus apparut, se plaignant du vacarme à l'extérieur. Lorsqu'elle vit la fillette blonde, Rue, elle fronça aussitôt les sourcils, car il semblait que chaque fois que cette fille apparaissait, les ennuis suivaient. Puis la directrice se tourna vers Séville et annonça qu'il devrait participer à un programme d'entraînement spécial. Elle expliqua que s'il restait éternellement à l'académie, Séville ne progresserait jamais, et que changer d'environnement était sa seule chance. La directrice raconta ensuite l'histoire du royaume, expliquant que nous avions auparavant été plongés dans de violents combats entre les sorcières et l'Église, et que la paix n'avait été obtenue que depuis 5 courtes années. La partie nord du continent, dont Wina, avait commencé à accepter l'existence des sorcières et de la magie, tandis que dans le sud, les gens les considéraient encore comme étranges et effrayantes. La cause profonde de ce changement était le soulèvement d'il y a 10 ans. Mené par le sorcier maléfique connu sous le nom de numéro 13, il avait répandu la magie à travers Wina, rassemblant sorcières et sorciers pour se dresser contre l'oppression, les libérant ainsi de la traque dont ils étaient victimes. Cependant, ces méthodes étaient extrêmement cruelles, entraînant le sacrifice d'innombrables innocents. La directrice Albus elle-même y avait personnellement mis fin. Néanmoins, numéro 13 avait laissé une influence profonde, modifiant dans une certaine mesure la perception que les gens avaient de la magie. À partir de cette histoire, la directrice établit un village de sorcières dans le sud, afin que ceux qui possédaient des pouvoirs ne soient plus considérés comme des parias. Cette fois, Séville y serait envoyé avec d'autres élèves pour améliorer l'image des sorcières aux yeux du public. La directrice précisa clairement que si, au bout de 5 ans, les autorités du village ne les reconnaissaient toujours pas, Séville serait ramené et tous ses souvenirs de l'académie et de la magie seraient scellés. En entendant cela, Rue s'exclama avec admiration pour le plan de la directrice, se portant même volontaire pour être l'enseignante chargée de guider le groupe d'élèves. Bien que la directrice eût déjà désigné quelqu'un d'autre, Rue refusa de céder. Elle promit de superviser les enfants, mais posa comme condition de pouvoir emprunter le livre vide, le tout premier grimoire de magie. La directrice refusa fermement, car il s'agissait d'un matériau interdit contenant un pouvoir capable de détruire le monde entier. Elle suggéra toutefois que Rue pourrait se rendre au village pour rencontrer l'auteur du livre, la sorcière de la boue noire. Rue accepta immédiatement avec joie. Le lendemain, Séville, Rue et plusieurs autres se rassemblèrent à la porte de la ville pour se préparer au voyage. Le groupe comprenait la sorcière senior extravertie Alt ainsi que le lézard humanoïde Cud, un jeune homme qui avait voyagé en de nombreux endroits. Ils s'arrêtèrent dans un restaurant pour se remplir l'estomac. Là, Rue présenta le bâton de Luden, une arme étrange capable d'aspirer la magie de quiconque la touchait. Seule elle, liée par un contrat, y étant immunisée. Parmi eux, Séville fut le seul à être malade en diligence, obligeant tout le groupe à continuer à pied. En chemin, les conversations devinrent plus ouvertes. Séville révéla qu'il avait complètement perdu la mémoire avant d'entrer à l'académie et que ce stage représentait sa seule chance de prouver sa valeur. S'il échouait,
ses souvenirs de l'académie seraient eux aussi totalement effacés, ne laissant derrière lui qu'une coquille vide. Rue afficha sa déception en apprenant qu'il était presque incapable d'utiliser la magie. À chaque tentative, il ne parvenait pas à la contrôler, mais lorsqu'il essayait de la réprimer, il ne pouvait rien activer du tout. La sorcière de l'aube, surnom de Rue, conseilla alors à Séville d'abandonner l'idée de devenir sorcier, estimant que le problème était bien plus grave qu'il ne l'imaginait. À cause de la marche forcée, leur progression prit du retard. Le lendemain matin, le groupe arriva dans une auberge. Pendant le petit déjeuner, ils rencontrèrent deux autres étudiants, des personnes qui avaient auparavant voyagé avec l'homme lézard. Ces deux-là se plaignirent d'avoir été attaqués par une bande de brigands la nuit précédente et racontèrent que, dans un moment critique, le lézard s'était enfui avec la carte et les bagages. Rue devint immédiatement méfiante, affirmant que s'il avait réellement fui par peur, il n'aurait pas pris les affaires avec lui, car cela ne ferait que le ralentir. De plus, en voyant ces deux étudiants en parfaite santé et d'esprit clair, si les brigands avaient voulu les vendre comme esclaves, ils auraient certainement obtenu un meilleur prix. Pourtant, ils avaient ciblé l'homme lézard, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas de simples brigands, mais de chasseurs de sorcières. Rue en déduisit que le lézard l'avait compris et qu'il avait volontairement pris la carte pour les attirer ailleurs, se sacrifiant afin de permettre à ses compagnons de battre en retraite. Se sentant responsable de la séparation d'un membre de l'équipe, Rue décida d'aller le sauver elle-même. Elle interdit strictement à Séville et à Hall de la suivre, estimant que de jeunes sorciers inexpérimentés ne feraient que les gêner. Mais, comme toujours, plus elle l'interdisait, plus ils avaient envie de faire l'inverse. Hall eut alors l'idée d'utiliser la magie de divination sur le mouchoir que Rue avait donné à Séville lorsqu'il était malade en diligence, afin de localiser Rue. Tous deux s'enfoncèrent profondément dans la forêt. Soudain, au milieu d'une mare de sang, se trouvait la queue sectionnée de Cude. Leurs visages pâlirent aussitôt, la peur les envahissant à l'idée que l'homme lézard ait été découpé en morceaux par l'ennemi. Cependant, Hall se souvint rapidement que l'auto-amputation de la queue était une méthode de survie courante chez cette espèce et qu'elle repousserait plus tard. Rassurés, ils poussèrent un soupir de soulagement tout en ramassant soigneusement la queue pour l'emporter, au cas où elle serait utile en cas d'urgence. En suivant les traces, ils découvrirent rapidement des empreintes au sol. Deux ensembles provenaient clairement de Cude et de Rue, tandis que les autres appartenaient aux assaillants. Cette fois, il n'y avait donc qu'un seul adversaire. Pourtant, il avait suffi à pousser un sorcier expérimenté comme Cude à abandonner ses affaires et à fuir pour sauver sa vie. Hall frissonna, tremblant en se souvenant de ce qu'elle avait appris sur les juges de Diagne, un groupe de guerriers constitué de condamnés à mort sélectionnés par l'Église, spécialisés dans la chasse aux sorcières par tous les moyens nécessaires. Bien que cette organisation eût été dissoute depuis longtemps, Hall craignait que ces chasseurs au sang-froid n'aient jamais réellement disparu de ce monde. Sa peur n'était pas sans fondement. Dans le passé, lorsqu'elle était enfant, elle avait été témoin d'un chasseur solitaire attaquant la ville qu'elle visitait, massacrant des innocents et réduisant tout en cendres. Il l'avait menacée en disant que si elle était une sorcière, elle subirait le même sort. Terrifié, Hall avait fui, abandonnant son ami attaché à un poteau, un souvenir obsessionnel qui la hantait depuis lors. Pour cette raison, elle hésita, désirant faire demi-tour et battre en retraite. Mais à cet instant, le cri désespéré de Cude retentit du fond de la forêt. Séville saisit immédiatement la main de Hall, déclarant résolument que continuer à avancer pouvait être une sentence de mort, mais qu'il ne pouvait pas rester là à regarder des amis être abandonnés. Ces paroles ravivèrent la flamme du courage en Hall, dissipant les fantômes du passé et la forçant à changer de décision. Cude se cachait alors sur une haute branche d'arbre tandis que les chasseurs fouillaient méthodiquement les environs, installant des pièges partout. Soudain, il remarqua un fil tendu à travers la branche. Lorsqu'il comprit qu'il s'agissait d'un piège, il était déjà trop tard. La branche céda, le faisant chuter à travers les buissons. Une flèche jaillit. Cude l'esquiva, mais retomba sur des pieux acérés plantés dans le sol, qui transpercèrent sa jambe. Boitant pour s'éloigner du piège, Cude se protégea prudemment, pensant que d'autres flèches allaient suivre. Mais cette fois, ce qui apparut fut un juge notoire, celui qui le pourchassait depuis toute la nuit. Cude tenta de riposter, mais réalisa avec horreur que la magie n'avait aucun effet sur lui. Toute la nuit, il n'avait pu que le tromper avec des faisceaux de lumière avant de fuir désespérément. Cette fois, le juge se rapprocha rapidement et abattit une énorme masse, projetant Cude contre le tronc d'un arbre, lui faisant cracher du sang. Il baissa les yeux vers la blessure à la jambe de Cude, déjà guérie, et éclata d'un rire dément. Il avait enfin trouvé une prise rentable, et ses yeux étaient emplis de cupidité. S'il pouvait capturer Cude vivant, une bête lézard dotée d'incroyables capacités de régénération, pour la vendre aux chercheurs de l'Église, sa valeur serait inimaginable. Il appela ses subordonnés pour qu'ils apportent une cage. Pris de désespoir,
de sombres souvenirs ressurgirent. Cud se rappela avoir été capturé comme esclave, enfermé dans un cirque, torturé chaque jour pour exhiber ses pouvoirs de régénération devant un public en délire. Cette obsession resta gravée au plus profond de lui jusqu'à ce qu'il parvienne à s'échapper, trouve l'académie et devienne un puissant sorcier. Cud serra les dents, plantant ses griffes dans les racines de l'arbre pour s'accrocher à son dernier fragment de liberté. Le juge, furieux, lui écrasa la main. Une douleur extrême arracha un cri à Cud, mais il continua de mordre fermement la racine, attendant son dernier instant. C'est alors qu'une explosion tonitruante déchira l'espace. L'arbre à côté du juge fut fendu en deux par une magie surpuissante. La personne qui venait d'apparaître était Rue, la sorcière de l'aube âgée de 100 ans. Son bâton de Luden rugit avec férocité et se lança à l'attaque. Le juge ne parvint qu'à fracasser l'extrémité du bâton, avant de se mettre à transpirer froidement en réalisant que l'arme tenue par Rue était le légendaire Luden. Rue déclara fièrement son identité. Le juge hésita un instant, mais chargea tout de même imprudemment, abattant l'arbre sur lequel se tenait Rue. En réponse, Rue et Luden balayèrent la zone, faisant s'effondrer la forêt alentour et tuant en un instant tous les chiens enragés sous les ordres du juge. Tout semblait terminé, mais soudain les cris pitoyables de deux étudiants retentirent. Ils avaient été pris en otage par le juge. Hall le reconnut aussitôt comme celui qui avait semé la terreur dans la ville des années auparavant. Tout son corps trembla, figé sur place. Rue entra dans une colère noire, menaçant que s'il osait faire du mal à ses élèves, le bâton l'écraserait. Le juge ricana et exigea un changement de condition. Rue devait jeter Luden à terre et le laisser prendre Séville en otage à la place. Face à ses élèves étranglés sous ses yeux, Rue, le cœur déchiré, n'eut d'autre choix que d'obéir et de lancer le bâton au sol. Le juge recouvrit immédiatement Luden d'un manteau anti-magie, puis ordonna à Séville de le ramasser et de le lui apporter. Séville obéit docilement, mais à la surprise générale, le juge appela directement le nom de Hall. La peur la paralysa et Hall révéla le secret qu'elle était une espionne placée à l'académie par l'Église. La cruelle vérité refit alors surface. Hall se souvint de ses origines. Née avec des cornes sur la tête, considérée comme un monstre, elle avait été envoyée à l'Église par sa propre mère, une croyante fervente. Là-bas, on lui coupa les cornes avant de la placer dans un orphelinat, puis on la força à devenir une espionne infiltrée à l'Académie de magie. Cependant, le temps passé à l'Académie avait transformé Hall. Pour la première fois, elle avait connu l'amitié, le travail d'équipe et le désir de devenir une véritable sorcière. C'est pour cela que, lorsqu'on l'autorisa à participer à ce stage, Hall fut réellement heureuse. Hall s'effondra, se reprochant d'être la cause de tous les dangers qui avaient frappé le groupe. Séville se contenta de sourire, la réconfortant en lui disant que ce n'était pas de sa faute. Touchée par sa bonté, Hall décida de vivre enfin selon ses propres convictions. Elle utilisa la queue sectionnée de Cud comme sacrifice, invoquant une flamme bleue qui jaillit et se transforma en dragon, fonçant droit sur le juge. Pris de panique, celui-ci arracha immédiatement le manteau anti-magie des mains de Séville pour se protéger. Le manteau bloqua l'attaque et il avança froidement vers Hall, prêt à la punir pour sa trahison. Mais à cet instant, Séville entendit l'appel de Luden. Malgré les cris de Rue lui ordonnant d'arrêter, il fut irrésistiblement poussé à saisir le bâton. Dès qu'il le toucha, le bâton se mit à briller intensément, aspirant l'immense magie qui sommeillait en Séville et libérant une puissance terrifiante. Le bâton avait enveloppé toute la zone dans une immense sphère de lumière. Lorsque l'éclat se dissipa, Séville reprit conscience et découvrit Hall qui le protégeait de son corps, le serrant fort dans ses bras, folle de joie de voir qu'il était encore en vie. Rue, en revanche, était furieuse au point d'en devenir livide. Pour une bande d'étudiants inexpérimentés, oser toucher Luden revenait à chercher la mort. Ils reprirent leur route. En chemin, Séville se demanda pourquoi il avait touché Luden et avait pourtant survécu. Rue lui révéla alors une vérité choquante. La magie contenue dans son corps était presque infinie, dépassant de très loin celle des sorciers ordinaires. C'était pour cette raison que Luden n'avait pas pu le consumer entièrement, et aussi pourquoi Séville n'avait jamais réussi à contrôler la magie jusque-là. Avant de partir, Rue avertit Cud qu'il vaudrait mieux qu'il voyage avec le groupe, mais celui-ci refusa encore avec arrogance. Ce n'est que lorsqu'elle grimpa sur ses épaules en maugréant qu'il accepta finalement à contre-cœur. Ironiquement, lorsqu'ils décidèrent de retourner dans la forêt pour récupérer la queue sectionnée, ils découvrirent qu'elle avait déjà été utilisée par Hall comme sacrifice à la tombée de la nuit. Tandis que l'espace devenait peu à peu silencieux, Séville et Hall s'assirent ensemble près d'un ruisseau désert pour partager leurs sentiments de jeunesse. Pendant ce temps, au loin, l'homme lézard et la vieille sorcière au tempérament humble, Rue, avaient trouvé une petite auberge pour se reposer après leur long voyage. Dans cette atmosphère paisible, Hall décida d'enlever le chapeau qui dissimulait depuis toujours son plus grand secret. Lorsque ses cheveux retombèrent,
une paire de cornes apparut sous la lumière de la lune. À cause de ces cornes, durant toute son enfance, elle avait été rejetée, méprisée et chassée par les regards durs des autres. Cependant, grâce à ce qu'elle avait appris à l'académie et à la confirmation de Ru, Hall avait fini par comprendre sa véritable identité. Elle était une bête déchue, une créature née lorsqu'une sorcière confère son pouvoir à un guerrier bête. Lorsque la sorcière et le guerrier meurent tous deux, l'âme de la bête demeure dans la lignée sanguine de la sorcière, et leurs descendants donnent alors naissance à des bêtes déchues comme elle. Après s'être libérée de ce lourd fardeau, Hall posa avec émotion un léger baiser sur la joue de Séville pour le remercier de lui avoir fait confiance et de l'avoir accepté. Aussitôt après, elle s'enfuit précipitamment, laissant Séville encore incapable de retrouver son calme. À peine Hall parti, la vieille sorcière surgit soudain juste à côté de lui, le réprimandant pour sa jeunesse et son manque d'expérience, le critiquant pour ne pas avoir su saisir l'occasion alors qu'on lui avait donné un signal aussi clair. Le lendemain matin, une terrible nouvelle arriva. 2 autres étudiants du groupe avaient été arrêtés pour avoir divulgué des informations à l'église. Autrement dit, ils étaient des espions. À partir de ce moment-là, seules 4 personnes poursuivirent le voyage vers le village des sorcières. Avant le départ, la vieille sorcière ordonna à Cud de soigner son bras, car un guerrier blessé ne pouvait rien accomplir. Elle ajouta même avec sarcasme qu'un bras n'était pas une feuille de jacquier qui pouvait repousser quand bon lui semblait. Ru le consola en disant qu'il y avait ici une station de recharge, donc aucun risque de manquer de magie. Au cours de la discussion, la vieille sorcière suggéra que le moyen le plus efficace de transférer la magie était un baiser sur les lèvres, mais Hall rejeta immédiatement cette idée, la jugeant déplacée. Finalement, ils convinrent qu'un simple contact peau contre peau, comme se tenir la main, suffisait pour faire circuler la magie. Cependant, si les choses devenaient incontrôlables, Cud risquait d'absorber trop d'énergie, provoquant une explosion mortelle. Pour éviter tout danger, la vieille sorcière décida de superviser l'opération. Elle prit les mains des 2 jeunes hommes, transférant le flux magique de Séville vers Cud. En un instant, grâce au sort de guérison, le bras de Cud ainsi que sa queue perdue repoussèrent rapidement. Tous ceux qui furent témoins de cette scène restèrent bouche bée. Ru était folle de joie, appelant tout le monde à chanter et à danser pour célébrer le pouvoir de la sorcellerie. En quittant cet endroit, ils arrivèrent dans une grande ville. Une calèche conduite sans ménagement passa à toute vitesse, éclaboussant Séville de bout de la tête aux pieds et le laissant dans un état pitoyable. Pour réconforter son élève, Ru mena le groupe dans une auberge qu'elle connaissait bien. Elle disposait d'un vaste bain commun, idéal pour se détendre. Alors que Séville et Cud se prélassaient dans l'eau chaude, Cud révéla enfin la véritable raison pour laquelle il aspirait à devenir sorcier. Il raconta que, par le passé, il avait été traité comme un animal de cirque, exhibé pour divertir les autres. C'est alors qu'une terrible catastrophe éclata dans le nord. Une sorcière devenue folle complota pour détruire le monde. D'une manière ou d'une autre, Cud eut la chance de survivre et fut sauvé par le roi briseur de dragons. Alors que tout le monde le regardait de haut, seul ce héros sourit avec soulagement en apprenant que Cud était en vie. À partir de ce moment, il chérit le rêve d'intégrer le corps magique de l'Église, de devenir quelqu'un de fort et de noble comme son sauveur. L'étape suivante de leur voyage se déroula étonnamment bien. Partout où ils allaient, le groupe était reconnu, et les gens accueillaient chaleureusement Ru. Ru, avec son expérience, savait toujours où pêcher, où se reposer de manière appropriée. Elle enseigna aux jeunes les compétences de survie dans la nature, ainsi que l'utilisation de la magie pour aider les autres, des choses que l'Académie n'avait jamais enseignées. Grâce à la magie de Luden, Ru existait depuis 300 ans. Son corps fonctionnait à la magie. N'ayant besoin ni de nourriture ni de sommeil, et étant immortelle, elle n'avait aucun besoin d'amour ou de procréation. Cette longue vie était devenue ennuyeuse. Ainsi, tout ce qui était intéressant. Soudain, un garçon accourut, paniqué, signalant frénétiquement que cet endroit n'était pas sûr. Il tira la main de Rua, conduisant tout le groupe vers un creux d'arbre, puis érigea une barrière de dissimulation parfaite. Malheureusement, la barrière ne pouvait cacher leur apparence, mais ne pouvait éliminer le son. Juste après, une bête déchue, un tigre blanc, apparut, les poursuivant sans relâche. Ayant perdu la trace du garçon, il menaça à haute voix, disant que si le garçon ne sortait pas, il lui disloquerait toutes les articulations. Grâce au son des battements de cœur rapides, il découvrit rapidement ce caché dans le creux de l'arbre, puis brandit son épée pour briser la barrière. Le garçon tomba à la renverse, et le groupe de Séville ne put plus se cacher. Le garde-tigre les avertit de ne pas être assez stupides pour utiliser la magie, car sa vitesse était certainement plus rapide que tout sort. Dans cette situation dangereuse, Ru choisit de rester en arrière pour servir de diversion. Tout en ordonnant aux jeunes de partir rapidement, Ru fit face à l'ennemi, le provoquant avec assurance.
Le tigre comprit clairement que tourner le dos à Rue à ce moment-là serait suicidaire. D'après sa façon de parler, Rue remarqua qu'il en savait assez sur le bâton magique de Luden, sur le stage et le village des sorcières. Finalement, il décida de battre en retraite, comprenant qu'il ne pouvait gagner. Néanmoins, il avertit encore Rue que si elle continuait à conduire les enfants vers le village, il rencontrerait un désastre. Pendant ce temps, les autres avaient conduit le garçon en sécurité à l'église du village. Devant la porte, un prêtre de paroisse aux yeux bandés attendait. Le garçon Laos courut dans ses bras, se vantant avec excitation que ces gens l'avaient sauvé. Le prêtre non seulement était au courant de l'incident, mais reconnut rapidement qu'ils étaient tous des sorciers. Non seulement le prêtre, mais il semblait que tout le village était déjà au courant de l'arrivée du groupe de stagiaires. Interrogé sur les bêtes humanoïdes qui avaient attaqué en lisière de forêt, il déclara calmement que c'était le garde que la sorcière utilisait pour contrôler ce village. D'un ton las, le prêtre dit que leur présence n'apporterait aucun changement, puis demanda carrément au groupe de partir. Il leur rappela que 2 ans auparavant, le superviseur de l'académie avait abandonné le village aux envahisseurs et avait disparu sans laisser de traces. Depuis ce jour, cette sorcière avait pris confortablement le contrôle, et les villageois n'avaient plus la capacité de résister. En entendant cela, Séville réalisa soudain que leur groupe de stage était entièrement composé de ceux qui étaient méprisés à l'académie. Un espion, une bête déchue rebelle, et lui-même, qui était en bas de la classe. Nominalement, ils étaient envoyés en stage, mais en réalité, ils étaient habilement expulsés sous prétexte de ne pas avoir terminé le stage. Cud se demanda pourquoi les villageois ne demandaient pas l'aide du corps magique de l'église, mais le prêtre rit froidement, affirmant que le corps de nuit ne sauverait jamais un village de sorcières. Alors que le groupe était perplexe, Rue apparut soudain comme un fantôme. Elle reprocha aux étudiants d'être si crédules. Alors qu'il n'y avait aucune preuve montrant que le prêtre n'était pas un complice du tigre dans la forêt. Quand le prêtre demanda pourquoi, si elle le soupçonnait, elle ne l'avait pas tué dès le début. Rue répondit simplement calmement qu'elle préférait observer comment les gens trouvaient toutes sortes de raisons pour justifier leurs mensonges. Finalement, pour éviter de discuter davantage, elle demanda au prêtre d'emmener le groupe en visite du village. Ainsi, le groupe fut ramené au village de stage où le père de Laos attendait anxieusement le retour sain et sauf de son fils. Dès qu'il vit son père, le petit garçon courut dans ses bras, et le père remercia à plusieurs reprises le groupe. Ensuite, il les conduisit à travers le village, racontant des histoires en marchant. Il dit que la sorcière superviseure précédente était en réalité une bonne personne, ce qui fit que Cud ne put retenir sa question. Si elle était vraiment bonne, pourquoi avait-elle abandonné le village aux envahisseurs? Même le père admit qu'il n'en comprenait pas la raison. Les villageois se cachaient désormais tous chez eux, obéissant à la sorcière en évitant les étrangers. Après avoir marché un moment, ils s'arrêtèrent devant une maison délabrée et de travers. Y étaient suspendues 4 figurines de paille ayant l'apparence de personnes exécutées, se balançant au vent. Une scène si effrayante qu'elle glaçait le sang. Le père expliqua que c'était le châtiment que la sorcière avait infligé à quelques-uns qui avaient osé tenter de s'échapper et avaient été capturés, tués brutalement, puis leurs effigies de paille accrochées pour avertir quiconque penserait à quitter le village. Elle était en effet cruelle, mais tant que les villageois suivaient docilement ses ordres, ils pouvaient vivre en paix. De retour dans leur logement temporaire, Rue, furieuse, décida de régler le compte de la sorcière et de résoudre au passage le problème avec le directeur intrigant. Holt proposa de retourner à la capitale royale pour demander de l'aide, croyant que le corps magique écouterait. Mais Séville s'y opposa immédiatement, arguant qu'ils ne pouvaient transformer le village en champ de bataille sanglant juste pour obtenir leur diplôme et qu'ils devaient résoudre eux-mêmes le problème devant eux. L'homme lézard perdit patience, croyant qu'il n'avait aucune chance de gagner. Une sorcière capable de commander un guerrier aussi fort que le frère Tigre, la confronter serait un suicide. Mieux valait y mettre fin eux-mêmes. Séville rétorqua en serrant les dents, disant qu'il ne pouvait accepter cela car une fois qu'il tenait le bâton en main, il ne craignait plus la mort. Mais Holt tremblait encore de peur, refusant de l'admettre. Séville la regarda doucement, disant que si elle ne le voulait pas, Hall et l'homme lézard pouvaient rentrer tandis que lui et le professeur se battraient jusqu'au bout. En entendant cela, les yeux de Hall se remplirent de larmes et elle cria avec désespoir. Elle dit que ce qu'elle craignait n'était pas la mort, mais l'idée entente de le perdre pour toujours. Ces paroles stupéfièrent Séville, qui ne comprenait pas la situation qui faisait éclater Hall en sanglots et s'enfuir. Séville s'apprêtait à la poursuivre pour s'excuser, mais fut retenue par le professeur, qui dit que s'excuser quand on ne comprend pas ce qu'on a fait de mal ne ferait que blesser davantage la fille. Même l'homme lézard comprit que Hall souffrait car elle considérait Séville comme un véritable ami, et elle ne voulait pas en perdre un autre. Finalement, Séville reprit ses esprits et se précipita pour trouver Hall. Pendant ce temps, Hall était allée à l'église où elle rencontra une fille qui balayait, entièrement couverte.
Voyant Hall pleurer, la fille la réconforta doucement. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, le prêtre apparut soudain, ordonnant à la fille de partir d'un ton dur. Hall fut surprise qu'il soit au courant de sa dispute avec ses amis. Elle l'admit honnêtement et s'apprêtait à retourner s'excuser auprès du groupe, mais son regard s'arrêta soudain sur le bâton du prêtre, qui portait clairement l'emblème de l'association des juges du jour J. En un instant, Holt réalisa qu'il était de l'église. Malheureusement, il était trop tard car des fils d'acier ligotèrent étroitement son corps. Le prêtre se transforma froidement, tirant une faux tranchante comme un rasoir de son bâton et la plaçant contre le cou de Hall, l'empêchant d'appeler à l'aide. Il menaça froidement que si elle voulait encore vivre, elle devait continuer à être une espionne. Au même moment, Seville revint bredouille, incapable de trouver la moindre trace de Hall, son cœur rempli d'inquiétude. Rue décida d'utiliser un sort de pistage et les traces les menèrent à une grotte sombre dans la forêt. En regardant le sol, le groupe frissonna en voyant des flaques de sang. Rue fronça les sourcils, percevant clairement qu'il y avait de nombreux ennemis à l'intérieur. Cud exigea immédiatement la retraite, certain que c'était un piège, mais Rue déclara audacieusement qu'ayant été invité, les invités devaient se présenter. Rue agita Luden pour briser le piège en un instant, mais ne put retenir le Cud paniqué. Rue s'efforça de l'encourager à se souvenir de son rêve de diplômé de l'académie, de rejoindre le corps magique et de devenir une légende comme le roi briseur de dragons. Cependant, Cud choisit la fuite lâche, tournant le dos et s'enfuyant. Juste après avoir quitté la grotte, il se retrouva face au boss tigre blanc. Le tigre ricana, l'incitant à rejoindre son camp. Puis ajouta les mots cruels qu'il avait mangé Hall, dont la saveur était aussi délicieuse que son apparence belle. En entendant cela, Cud entra immédiatement dans une rage folle, son corps entier virant au bleu et au rouge alors qu'il se lançait dans un combat à mort. Pendant ce temps, dans la grotte, Séville émana accidentellement de la lumière magique, allant jusqu'à invoquer une lumière qui éblouit Rue. Elle fut en colère, mais reconnut ensuite que n'importe quelle sorcière rêverait d'avoir un stagiaire avec une source de magie illimitée comme lui. Ces paroles plongèrent soudain Séville dans des souvenirs sombres, le faisant s'effondrer de douleur. Rue lui conseilla de se retirer, mais Séville était déterminé. Tant qu'il pourrait sauver Hall, il ne craignait rien. C'est alors qu'un tentacule géant sortit d'une porte à l'intérieur de la grotte, s'enroula étroitement autour de Séville et l'emporta. Rue se précipita pour le sauver, mais le bâton de Luden fut également arraché par des fils d'acier. Le prêtre se révéla, projetant Rue dans une pièce sombre d'un coup de pied, en disant froidement qu'elle aurait dû le tuer dès le début. La porte se referma, puis dans la lumière bleutée, Séville remarqua une autre jeune femme debout là, irradiant une aura brillante au milieu des ténèbres épaisses. En apercevant l'apparition de l'étrange femme, Séville reconnut immédiatement qu'elle était celle qu'il avait autrefois sauvée de sa vie indéfinie et obscure. La sœur tendit la main, son regard plein d'attente, puis dit qu'elle l'attendait depuis très longtemps. Avant que Séville ne puisse s'interroger ou poser des questions, Rue intervint rapidement, l'en empêchant précipitamment car elle craignait que d'un seul regard, la femme ne puisse le manipuler et le contrôler. De toute évidence, cette sœur n'avait aucune bienveillance envers Rue non plus. D'un claquement de doigts, Rue fut instantanément projetée en arrière, s'effondrant inconsciente au sol. La femme exprima sa déception de voir Séville une fois de plus entourée par ceux qu'elle considérait comme ignorants et ratés, des personnes uniquement obnubilées par la magie potentielle en lui. Elle jeta un chapeau taché de sang, disant qu'il appartenait à Holt, ce qui fit paniquer Séville et le fit crier, demandant ce qu'elle avait fait à son ami. Elle répondit calmement qu'elle avait laissé un mercenaire manger la jeune fille. Cette réponse fut comme une explosion directement dans l'esprit de Seville, le rendant étourdi, le cœur battant la chamade. En entendant cela, Séville réalisa soudain que toutes les blessures et pertes subies par tant de gens étaient directement liées à sa propre existence. Une série de souvenirs fragmentés et douloureux lui revinrent soudain, le faisant s'effondrer sur place. La sœur, qui se disait sorcière, n'abandonna pas, continuant à le séduire, essayant d'attirer Séville à ses côtés pour aller ensemble vers un monde qu'elle jugeait plus adapté. Mais Séville secoua fermement la tête. Il dit que les simples jours heureux passés aux côtés de ses amis étaient la chose la plus précieuse de la vie, car il ne l'avait jamais considéré comme un raté ou sans valeur. Ce qui était adapté, ce qui ne l'était pas, il en déciderait lui-même. Et certainement, parmi les choses dont il avait besoin, elle n'existait pas. En un instant, Séville envisagea de libérer toute sa magie, la concentrant en un coup décisif pour à la fois sauver Rue et arrêter cette femme dangereuse. Mais avant qu'il ne puisse terminer son incantation, Rue se réveilla soudain et l'embrassa étroitement de manière inattendue, donnant à Séville un long baiser. Quand elle le lâcha, Rue sourit et dit que son corps était désormais rempli de magie. Rue récita immédiatement le sort familier que Séville avait utilisé pour punir le juge dans la forêt plus tôt. Du flot de magie débordant, un gigantesque dragon aux 5 couleurs apparut,
arborant une apparence majestueuse, et chargea droit sur la sœur. Mais tout cela devint sans signification. Elle agita simplement la main et toute la magie fut dissipée en un clin d'œil. Au milieu de la fumée qui se dissipait, la sœur rit avec arrogance, se vantant d'être la créatrice de cette magie. Ainsi, l'utiliser contre elle n'était rien de moins que stupide. Elle se présenta comme la sorcière de la boue noire, Zéro, celle qui avait compilé le livre vide, le livre mystérieux contenant toute la connaissance magique. En entendant cela, Séville comprit que dans cette vie, le lien entre eux en tant que professeur et élève était terminé. Zéro s'approcha de Séville, mais étonnamment, au lieu de lancer une attaque fatale, Zéro fit exploser toute la pièce dans un feu d'artifice éclatant de papier. Elle taquina Séville avec espièglerie et annonça qu'à partir de maintenant, elle deviendrait officiellement sa superviseuse. Pendant le stage, Séville était encore étourdie, ne sachant comment réagir, à tel point que tout le monde était stupéfait par l'apparition soudaine de Zéro et sa présence écrasante. Rue dut expliquer que ce n'était qu'un test et que Séville avait réussi à surmonter cette épreuve difficile. Au même moment, Holt parvint également à arriver, faisant soupirer Séville de soulagement en voyant que son amie pulpeuse était toujours en vie. Elle courut l'étreindre fort, et tout devint progressivement clair. Tous les villageois avaient initialement participé à un plan pour les tester. Chaque détail, chaque défi, tout avait été soigneusement arrangé. Le prêtre qui avait menacé Hol n'était en réalité qu'un élément de la mise en scène. Lorsqu'il la força à continuer de faire semblant d'être une espionne, elle lui cracha carrément au visage. Cette simple petite action suffit pour qu'elle réussisse sa partie du test. Il se mit en colère, la frappa une fois, puis lui rendit son bâton tout en demandant à Rue si elle avait réalisé dès le début qu'il ne s'agissait que d'un test. Rue hocha calmement la tête, disant qu'une maison propre, entièrement meublée, n'aurait pas pu être abandonnée pendant 2 années entières. Cela était déjà une preuve évidente. Juste après, Cud et le boss Tigre entrèrent également. Il s'avéra qu'eux aussi avaient surmonté leurs propres défis, ce qui rendit l'homme lézard fou de joie, étreignant ses amis en larmes. Tout le groupe était sain et sauf, ayant survécu au test brutal. Les villageois organisèrent une grande fête de célébration, félicitant les jeunes sorciers et sorcières qui avaient réussi l'épreuve. Pendant le banquet arrosé, Zéro prit à nouveau la parole pour féliciter les étudiants. Holt demanda avec curiosité pourquoi ils avaient été choisis. Zéro expliqua que c'était parce qu'ils étaient tous des étudiants exceptionnellement remarquables, surpassant de loin les gens ordinaires, et que leur caractère devait être testé à fond. Car si des personnes aussi talentueuses choisissaient le chemin des ténèbres, elles deviendraient certainement un terrible désastre pour l'humanité. Zéro évalua Hol comme quelqu'un qui pourrait surpasser même la baie du Croissant, ce que le principe actuel n'avait pas fait en 2 décennies. Quant à Cud, elle croyait que s'il développait et affinait sa capacité de récupération, il deviendrait tôt ou tard un sorcier immortel. Et pour Séville, Zéro avoua qu'il était le seul dont elle ne pouvait discerner les limites du potentiel. Avec une source de magie infinie, Séville pourrait tout à fait vivre pendant des siècles, assez de temps pour se perfectionner et atteindre un pouvoir capable de percer n'importe quoi. Bien sûr, le prérequis restait un entraînement assidu. Finalement, Zéro passa à l'annonce officielle concernant le plan de stage. Chaque personne du groupe aurait son nom sur une boutique dans le village et recevrait des commissions des habitants. Alors qu'elle s'apprêtait à parler plus sérieusement, le frère Tigre et le prêtre l'interrompirent, attirant les jeunes avec un plateau de nourriture appétissante. Après la fête, le groupe retourna à leur maison partagée. Cette nuit-là, ils virent par surprise un homme chevauchant un dragon voler à travers le clair de lune. L'homme lézard faillit devenir fou en reconnaissant immédiatement son idole, le roi briseur de dragons qui était apparu. Le groupe se précipita à la poursuite de l'ombre du dragon. Lorsqu'il atterrit, le roi briseur de dragons s'approcha et leur remit une lettre de l'académie. Le contenu de la lettre stupéfia tout le monde. Le directeur accordait officiellement aux étudiants le droit d'utiliser la magie sans limitation, comme ceux qui avaient obtenu leur diplôme. Cela signifiait qu'ils étaient qualifiés pour participer à de vraies batailles. À leur retour, le groupe raconta la nouvelle à Hol. En l'apprenant, elle regretta profondément d'avoir manqué l'occasion de voir un dragon de près. Elle se plaignit bruyamment, disant que la prochaine fois, elle ne serait définitivement plus au village. Le groupe entendit cela et leurs visages s'attristèrent. Rue les réconforta, disant qu'au moins, elle resterait longtemps pour lire toute la bibliothèque de Zéro, donc son départ serait bien plus tardif. En entendant cela, les jeunes redevinrent joyeux. Ce ne fut qu'à la fin de la nuit, alors qu'il ne restait que l'aube et Zéro, que la conversation prit un ton différent. Zo avoua qu'elle était dans un état d'épuisement magique sévère et que peut-être la raison pour laquelle elle avait attiré Séville était la source de magie infinie en lui. Ensuite, Zi raconta à l'aube le passé douloureux de Séville. Il avait été témoin du meurtre de sa mère sous ses yeux par une sorcière, avait eu sa magie volée,
Et même le voleur était mort dans d'atroces souffrances pour en avoir absorbé trop. Ces souvenirs obsédants avaient amené Séville à sceller une partie de son esprit, vivant dans l'incertitude pendant toute son enfance. C'est pourquoi, lorsque Zéro le trouva, elle l'amena à l'académie pour qu'il ait une chance de recommencer. Cependant, ils réalisèrent aussi que si un jour Séville activait accidentellement toute sa magie incontrôlable, il pourrait s'autodétruire. Ainsi, l'amener ici avait aussi pour but de l'observer. L'Aube questionna immédiatement, demandant de quel droit Zéro contrôlait la vie de Séville. En réponse, Zéro révéla calmement un secret choquant. Séville était son neveu, le fils de l'infâme sorcière numéro 13, qui avait volé le livre vide et l'avait utilisé pour répandre la guerre. Le temps passa vite, et plus de 2 mois s'étaient écoulés depuis le début du stage au village. Cette période n'était pas très longue, mais elle suffit pour qu'ils stabilisent progressivement leur nouvelle vie. Ol était désormais devenue une sorcière polyvalente, capable de répondre à la plupart des besoins des villageois, des trivialités quotidiennes aux demandes plus sérieuses concernant la magie. Les villageois se familiarisèrent peu à peu avec son visage, et chaque fois qu'ils avaient besoin d'aide, ils la cherchaient avec confiance. Cud, avec son expertise en guérison, n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour établir sa position. Il fut accueilli par une clinique locale comme assistant, devenant le bras droit efficace des médecins ici. Chaque jour qui passait, Cud était témoin de la douleur des patients puis les voyait se rétablir progressivement grâce à sa magie de guérison, ce qui lui apportait une fierté discrète mais profonde. Pendant ce temps, Séville choisit d'ouvrir une boutique directement dans sa propre maison, fournissant de la magie à ceux qui en avaient besoin. Ses clients les plus réguliers n'étaient autres que ses 2 compagnons. Chaque transmission de magie était pour lui comme flotter au 7e ciel, comme une douce euphorie. Après le départ de ses 2 amis pour le travail, Séville commença à s'habituer à tenir le front domestique, acceptant progressivement le rythme de la vie à la maison. Il assumait les tâches ménagères, s'occupait de la maison tout en servant de chargeur pour le groupe à chaque retour de mission. Cependant, lorsque la sorcière de l'Aube vint lui rendre visite, elle ne fut pas très satisfaite du mode de vie enfermé et complètement introverti du jeune homme. Elle le réprimanda avec affection, disant que Séville allait bientôt stagner de cette façon, gaspillant sa jeunesse. Séville sourit, disant qu'il se sentait bien car les gens avaient encore besoin de quelqu'un pour gérer la magie. Et s'il ne faisait pas le ménage, personne ne bougerait le petit doigt. Intérieurement, Séville pensait toujours que c'était une responsabilité, une manière pour lui de ne pas tomber dans le vide, quelque chose qu'il craignait en se souvenant des paroles de Zéro. Voyant cela, Rue fut touchée. Elle tira une chaise, l'attira près d'elle et le serra dans ses bras, sa voix plus douce que d'habitude. À ses yeux, Séville n'était pas différent d'un oisillon ayant encore besoin d'elle pour voler loin. Pas question de rester à jamais dans une cage. C'est pourquoi elle décida de trouver un moyen de pousser le jeune hors de la maison pour lui donner l'occasion de sortir. Elle demanda à Séville d'accomplir une tâche simple, aller cueillir des feuilles de thé pour elle. En chemin, Séville rencontra par hasard Laos. En entendant qu'il cherchait des feuilles de thé, le petit garçon proposa avec enthousiasme de montrer le chemin, affirmant savoir exactement où se trouvaient les meilleurs. Ainsi, tous 2 s'aventurèrent profondément dans la forêt. De loin, Séville les vit et parut inquiet. La forêt profonde n'était pas un endroit sûr pour un petit garçon sans protection. Mais avant que ces avertissements ne les atteignent, Laos avait déjà boudeur et avait grimpé à un arbre pour se cacher. Séville l'appela à plusieurs reprises, lui disant de descendre. Mais Laos ne marmonna qu'un aveu. Il avait essayé de frimer, de prétendre tout connaître, et les avait égarés tous les 2. Séville soupira doucement, puis guida gentiment le petit garçon pour retrouver le chemin du retour. En tâtonnant, Laos découvrit soudain une souris grignotant le bas du pantalon de Séville. C'était l'animal familier de Lily. Le petit garçon fut ravi, disant que la bête les guiderait sûrement. Ils se dépêchèrent de la suivre et, effectivement, peu après, tous 2 revinrent sains et saufs à l'église. La première scène fut celle de la mère de Laos qui attendait. Elle entra dans une colère noire, gronda son fils. Derrière Séville, une silhouette grande apparut. Le prêtre, au visage froid mais à l'énergie ardente. Il invita Séville à entrer dans l'église pour le thé et des gâteaux. À l'intérieur, Lily était également présente. Immédiatement, le prêtre demanda à la jeune fille d'enlever son chapeau pour parler correctement, mais Lily refusa catégoriquement, craignant d'effrayer les invités. Il n'écouta pas et lui arracha brusquement son chapeau. Les oreilles de souris étaient clairement visibles, mettant Lily extrêmement mal à l'aise, souhaitant trouver un trou pour s'y cacher. Le prêtre, cependant, resta calme, lui disant de ne pas en faire tout un plat et de préparer rapidement à manger. Lorsque la nourriture fut servie, le prêtre se tourna pour réprimander vertement Séville, lui reprochant d'avoir osé s'aventurer dans la forêt dangereuse juste pour cueillir du thé alors qu'il y en avait plein autour de la maison de Zéro. Cependant, il l'encouragea aussi,
disant qu'aller à beaucoup d'endroits et apprendre beaucoup d'expériences l'aiderait à mûrir, plutôt que de toujours se cacher à la maison. En quittant l'église, Séville rencontra Hall. Elle fut surprise de le voir consentir à sortir et essuya doucement les traces de nourriture encore au coin de sa bouche. Mais les yeux de Séville remarquèrent immédiatement la tache de sang sur sa manche. Hall s'empressa d'expliquer que ce n'était pas son sang, mais celui d'un mercenaire lorsqu'elle et le frère Tigre étaient allés dans la forêt pour tuer des loups sauvages. En réalité, pendant cette bataille, Hall avait été si effrayée qu'elle n'avait pas pu réciter ses sorts à temps. Un mercenaire avait dû se lever pour la protéger et avait été blessé. Un sentiment d'impuissance l'envahit, faisant éclater Hall en sanglots. Lily, passant par là, vit cela, vint la réconforter et l'emmena. Rue, qui avait secrètement suivi toute la scène, sortit de sa cachette, rappela Séville et dit que quelqu'un avait besoin de sa magie. Ils se rendirent immédiatement auprès de Z, sans réfléchir. Dès qu'elle vit son neveu, Zéro se précipita pour embrasser le jeune garçon afin de reconstituer sa magie, puis utilisa une magie de guérison avancée sur le frère Tigre. Le résultat fut miraculeux. Le corps du frère Tigre se rétablit presque instantanément, tout son corps soulagé. Mais ses premiers mots ne furent pas de gratitude, mais de jalousie. Il était mal à l'aise de voir Zéro si proche du jeune garçon. Pendant ce temps, Séville était anxieusement inquiet de savoir si l'accident de Holt entraînerait une évaluation négative pour elle. Mais Zéro et le frère Tigre l'assurèrent tous deux que cela n'était pas encore arrivé au point de l'expulsion. Le frère Tigre l'instructa seulement solennellement de mieux coopérer la prochaine fois. Séville se souvint soudain de la hausse et se dépêcha de retrouver le petit garçon pour lui donner une autre occasion d'aller dans la forêt avec lui. Zéro comprit alors clairement que Rue avait délibérément monté un plan, ordonnant à son neveu de faire des courses pour attirer Séville hors de la maison. Rue se plaignit qu'elle n'aimait pas voir le jeune Séville se renfermer, s'enfermant entre quatre murs. Mais Zéro et le frère Tigre trouvaient cela normal. Pouvoir faire ce que l'on veut est parfois une forme de bonheur. Lorsqu'elles se retrouvèrent seules toutes les deux, Rue demanda sérieusement pourquoi Zéro ne prenait qu'un peu de magie à Séville, alors qu'elle en avait clairement besoin de plus. Zéro répondit qu'en tant que sa famille et aussi sa superviseure, elle ne pouvait en demander trop, car ce serait exploiter le garçon. Rue rétorqua que si cela continuait ainsi, Zéro vieillirait progressivement puis mourrait. Mais Zéro se contenta de sourire, laissant échapper un doux soupir. Pour elle, vivre comme une vraie personne, connaître la vieillesse, et un jour, mourir aux côtés de la personne aimée, était le vrai bonheur. Pendant ce temps, Cud rencontra aussi des difficultés dans son travail. Il se rendit dans un village voisin pour soigner des gens souffrant d'une épidémie. Trop impatient et enthousiaste, il épuisa toute son énergie pour guérir tous les patients d'un coup, ce qui le conduisit à un épuisement total et à s'évanouir sur place. Le médecin-chef dut le ramener. À son réveil dans la chambre familière, Cud n'avait pas encore repris ses esprits qu'il se demandait déjà qui était le prochain patient. Il descendit et entendit ses amis raconter tout l'incident, ce qui le remplit à la fois de gêne et de regret. Néanmoins, il réalisa rapidement que Hall avait causé des problèmes encore plus grands que lui. Ainsi, tous deux se disputèrent bruyamment. Heureusement, Rue apparut juste à temps, leur rappelant sévèrement que s'ils voulaient vraiment éviter que les problèmes ne se reproduisent, ils devaient travailler avec diligence et plus de responsabilité. Le jour suivant, ils se rendirent tous chez Zéro et furent immédiatement submergés par la gigantesque collection de livres. Zéro expliqua que les livres exposés dans la pièce étaient juste des ouvrages ordinaires, tandis que tous les livres interdits étaient cachés dans une bibliothèque secrète au nord. En entendant cela, tout le monde ne put cacher son excitation et discuta d'une visite là-bas. Cependant, Séville s'y opposa immédiatement. Après la récente guerre, le nord était encore plein de ruines chaotiques et de monstres déchaînés, clairement pas adaptés à un voyage tranquille. Cet endroit était si dangereux qu'une simple attaque surprise suffirait à coûter la vie. Il décida donc d'annuler complètement le projet de ses amis. Néanmoins, Hall conserva sa confiance, croyant qu'avec une magie infinie, ainsi que les capacités d'attaque coordonnée et de récupération d'un groupe, il deviendrait invincible. En contraste, Cud n'avait pas beaucoup de foi. À ses yeux, une sorcière qui avait accidentellement attaqué son propre coéquipier et quelqu'un qui s'épuisait facilement jusqu'à s'évanouir en sauvant les autres ne pouvaient guère être des soutiens fiables. Alors que cette atmosphère tendue se répandait, Zéro devint soudain différente. Elle parla sévèrement, disant qu'elle avait préparé une leçon spéciale pour Hall et souligna qu'elle ne laisserait pas Hall revenir avant qu'elle ne maîtrise ce nouveau type de magie. Zéro entraîna immédiatement Hall avec elle, tandis que Seville découvrit par hasard un livre intéressant sur l'étagère. La session d'entraînement commença, avec Zéro demandant à Hall de pratiquer une magie d'attaque en forme de dragon. Auparavant, Hall s'en était plutôt bien sortie, donc Zéro semblait satisfaite. Cette fois, elle présenta un nouveau défi, forçant Hall à utiliser un seul sort pour allumer toutes les bougies de la pièce. Hall échoua immédiatement,
tremblante et éclatant en larmes en réalisant qu'elle n'avait pas assez de magie pour maintenir ce sort trop lourd. Zéro démontra l'utilisation avec seulement une quantité de magie égale à ce que Hall devait utiliser, mais produisant un effet plusieurs fois plus efficace. Elle en profita pour expliquer davantage sur la façon de contrôler et d'utiliser la magie efficacement. Cependant, avant que sa leçon ne se termine, Zéro s'effondra soudainement. La magie en elle était complètement épuisée, ce qui paniqua son élève qui se précipita pour l'aider. Séville tenta de lui transférer de l'énergie, mais tous les efforts furent vains. Un instant, il pensa même répéter ce qu'il avait fait auparavant, mais Zéro secoua la tête, disant que cette fois cela ne fonctionnerait pas. Séville s'empressa de la porter, son attitude attentionnée rappelant à Zéro celle de son frère. Séville la conduisit dans sa chambre, essayant à plusieurs reprises de transférer de la magie, mais toutes les tentatives échouèrent. Zéro lui dit doucement d'arrêter, car si elle le voulait vraiment, drainer sa magie serait une tâche facile. Cependant, le regard de Séville s'arrêta sur les yeux de Zéro, des yeux identiques à ceux de son frère. Il laissa échapper, demandant si elle savait quelque chose sur sa mère. Mais Zéro répondit qu'elle ne savait rien sur sa mère. Quant à son père, elle le connaissait mieux que quiconque. Séville n'avait jamais pensé avoir un père. Mais avant qu'il ne puisse approfondir, Zéro le dirigea vers le livre qu'il avait rapporté de la bibliothèque. Lorsque Séville exprima son intention d'aller dans la forêt chercher des herbes et de se servir du livre pour ses recherches, Zéro éclata de rire, disant que ce serait extrêmement difficile car l'écriture à l'intérieur était à la fois désordonnée et illisible. Cependant, Séville trouva cela tout à fait normal, comprenant même la plupart du contenu car sa propre écriture n'était pas moins terrible. Son père était un génie rare, et les secrets de ce livre, peut-être que lui seul pouvait les décoder. Le frère Tigre apporta plus tard précipitamment de la nourriture. Dès qu'il vit Séville, il le remercia immédiatement d'avoir ramené Zéro rapidement. Sinon, la situation aurait pu être bien pire. Séville se sentit coupable de ne pas avoir pu transférer de magie pour l'aider. Mais Zéro le reconnut aussitôt et décida de lui dire quelque chose d'important. Elle lui demanda directement s'il voulait devenir un utilisateur de magie spécialisé dans l'approvisionnement en magie, ou s'il souhaitait emprunter la voie d'un vrai sorcier. S'il ne choisissait que la première option, alors ce village n'avait plus rien pour l'aider à progresser davantage. Zéro conseilla à Séville d'y réfléchir attentivement. Séville prit le livre et partit dans la forêt avec Laos. Tout en marchant, ils étudiaient, et il réalisa rapidement que le livre contenait de nombreuses connaissances précieuses. Après un moment, ils tombèrent sur la carcasse d'un cerf venant d'être attaqué par des loups. Avant qu'ils ne puissent détourner le regard, une forêt de fleurs d'un rouge vif apparut devant eux. Exactement l'espèce qu'ils cherchaient. Laos ne put cacher sa joie et courut immédiatement au milieu de la forêt de fleurs. Alors que Séville ressentait instinctivement un malaise, la mauvaise prémonition fit battre son cœur plus vite. Et effectivement, il avait raison. Une créature étrange émergea de la forêt de fleurs. Séville cria à Laos de se coucher, mais il était trop tard. Le monstre comprima sa puissance puis projeta une volée d'épines telle une pluie de flèches. Séville fut blessé à plusieurs endroits, mais ce qui l'effraya le plus fut que Laos avait également été gravement touché. Le garçon tomba inconscient, sa respiration faible. Séville essaya de réciter un sort de guérison, mais comme toutes les fois précédentes, il ne put y parvenir. Dans le désespoir, il ne put que tenir Laos et courir vers le village. La douleur accumulée fit perdre conscience à ce vil. Il s'en voulut d'avoir négligé son entraînement, ne sachant que compter sur les autres. Dans ce désespoir, un son résonna dans sa tête. C'était la voix de Ru, transmise par le corbeau magique de Luden qu'il avait trouvé. Ru lui ordonna de ne pas s'effondrer, de continuer à courir car Zéro était en chemin. S'il se dépêchait, Laos aurait encore une chance de survivre. Séville serra les dents et se releva, utilisant ses dernières forces pour courir vers le village. Finalement, il rencontra Zéro et le groupe de mercenaires. Séville éclata en sanglots, s'excusant à plusieurs reprises de ne pas avoir pu guérir Laos. Le frère Tigre le réconforta, disant qu'il avait fait de son mieux. Ru arriva aussi rapidement, exigeant avec détermination que Zéro utilise son sang comme conducteur pour sauver le petit garçon. Sans hésitation, Ru se coupa le poignet pour laisser le sang couler comme un ruisseau, et Zéro appliqua immédiatement une magie de guérison de haut niveau. Grâce à cela, Laos échappa à la faux de la mort. Ils se conduisirent mutuellement à la clinique. Cud s'empressa de les soigner, mais il était également épuisé. Séville décrivit la forme du monstre, ce qui fit immédiatement reconnaître à Ru qu'il s'agissait d'un type de bête créé par les démons. Cette espèce se déguisait généralement en carcasse d'animaux pour attirer des proies, puis utilisait des épines pour sucer le sang avant d'évoluer en une nouvelle forme. Les gens les appelaient des seringues-fleurs. Normalement, ils n'apparaissaient que dans le nord, mais cette fois ils étaient aperçus dans le sud. Clairement,
quelqu'un répandait délibérément le danger. Zéro envoya immédiatement Cud et le frère Tigre enquêter, mais dès qu'ils ouvrirent la porte, ils virent Old déjà bloquant le chemin, disant qu'il était venu inspecter la situation. Ils se rendirent ensuite à l'église pour discuter avec le prêtre. Des rumeurs avaient surgi selon lesquelles quelqu'un collectait des vestiges de l'ancien désastre pour les vendre à prix élevés sur le marché noir. Bien qu'il n'y eût aucune preuve, l'apparition de monstres dans la forêt rendait cette rumeur encore plus suspecte. Le prêtre décida d'emmener Lily pour enquêter. Quant au frère Tigre, il devait se rendre dans le village voisin pour les avertir, mais si tous deux partaient, le village se retrouverait sans protection. Finalement, la responsabilité de protéger l'endroit fut confiée à Old, même s'il n'en était pas très enthousiaste. Pendant ce temps, Zéro exigea à l'improviste d'accompagner le frère Tigre. Il essaya de la persuader de rester, car elle venait juste d'épuiser sa magie et sa présence ne ferait qu'ajouter une charge, mais le frère Tigre dut finalement céder et laisser Zéro l'accompagner. Peu après, le loup apparut à l'hôpital et se plaignit. Il n'était censé qu'inspecter, mais on lui avait à contre-cœur ajouté la tâche de protéger le village. Après avoir dit cela, il chassa les étudiants pour rester seul avec Rue. À ce moment-là, Rue lui demanda directement d'être clair, car le moment de son apparition au village et la découverte des monstres était une coïncidence peu crédible. Mais s'il avait l'intention de détruire le village, il l'aurait fait dès le début plutôt que de tourner autour du pot. Pour l'instant, Rue choisit de lui faire confiance. Alors que le loup demandait si elle avait un moyen de gérer les vestiges, car elle était la seule sorcière en qui son maître avait confiance. Ces paroles rappelèrent à Rue le souvenir d'un ami d'enfance qui s'était sacrifié pour protéger tout le monde, la convainquant que cette personne voudrait aussi qu'elle continue à porter la mission de protéger le village. Rue accepta la mission, mais n'oublia pas de demander un paiement. Le loup répondit qu'il demanderait au directeur l'autorisation pour elle de lire le livre vide, ce qui réjouit grandement Rue. Après l'incident dans la forêt, Séville avait pris la décision de devenir un vrai sorcier et était déterminé à s'entraîner. Il demanda à ses deux amis de lui enseigner la magie et en échange, il leur restaurerait leur magie. Tous deux acceptèrent, surtout Oli qui exprima son désir de se faire recharger en magie par des baisers. Séville refusa encore naïvement. C'est alors que le loup passa, cherchant une auberge pour se reposer, et Séville accepta de le guider. Le loup essaya de garder son sang-froid, car il craignait que s'il était surpris en train d'aller à une auberge avec une jeune fille, la population du village n'augmente bientôt. Les trois autres filles exigèrent sévèrement de porter plainte auprès du directeur, le qualifiant de garde pervers. Pendant ce temps, un oncle apparut, demandant à parler en privé avec Séville. Cet oncle savait que Séville n'était pas la cause de la blessure de son fils et l'avait même sauvé, mais il ne voulait toujours pas que Séville s'approche de nouveau de son fils. Après avoir dit cela, il partit, laissant Séville seule. À ce moment-là, il fut soudain attaqué par derrière. L'agresseur n'était autre que le juge brutal qu'ils avaient rencontré dans la forêt. Il étrangla Séville, l'assomma, puis lui mit un sac sur la tête, le jeta sur une charrette et partit droit dans la forêt sombre. Dans l'obscurité, Séville entendit une voix de femme demander combien de temps il comptait cacher sa vraie nature. Des souvenirs enfouis et horribles refirent surface. Il vit sa mère le cacher dans un placard et lui intimer de ne surtout pas s'approcher de la sorcière aux yeux identiques aux siens, car elle lui prendrait tout. Sa mère verrouilla la porte, mais une explosion soudaine secoua toute la maison. Une sorcière assoiffée de pouvoir apparut, exigeant à haute voix qu'il sorte, sinon sa mère mourrait. Séville sortit du placard, mais elle brisa sa promesse en tuant directement sa mère sous ses yeux, faisant s'effondrer l'esprit immature du garçon. Elle attrapa Séville, avec l'intention de s'emparer de sa magie. Elle lui enfonça la main dans la poitrine pour aspirer le flux magique. Mais à peine en avait-elle absorbé assez qu'avant de pouvoir le repousser, Séville saisit fermement sa main, provoquant un dépassement du seuil de puissance qui se retourna contre elle. Elle se débattit, mais il était trop tard, son corps fondit comme de la boue. Séville hurla, échappant au cauchemar, mais reçut immédiatement une gifle du juge pour avoir fait du bruit. Il l'informa que cette fois, l'ordre était de le capturer vivant, donc il ne pouvait pas le torturer comme il le souhaitait. C'est alors que des appels retentirent au loin. Cud et Old galopaient vers eux à cheval. Tous deux sautèrent à terre juste devant Séville, et en voyant le juge là, ils durent combattre. Cud coupa la queue du juge et la donna à Old pour l'utiliser comme conducteur d'invocation. Old réussit à invoquer un dragon bleu avec sa magie sans même avoir à réciter de sort. Le dragon chargea droit sur le juge, le prenant au dépourvu, tandis que les flammes bleues coupèrent aussi les cordes sans blesser Séville. Le juge s'apprêtait à contre-attaquer, mais Séville s'était déjà rapproché, le menaçant de rester immobile ou de mourir sur le champ. Pendant ce temps, Rue était occupée à nettoyer les vestiges de monstres dans la forêt. Elle dirigeait Luden à l'action. Tout en regardant tranquillement, Luden se répandait partout, collectant des fragments tranchants et les avalant entiers.
Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, elle rencontra un homme qui s'était fait piquer par des abeilles jusqu'à en avoir le visage déformé. Elle le ramena donc au village. En chemin, elle vit le loup gisant inconscient à la porte, le réveilla et lui demanda pourquoi. Il se souvint que quelqu'un avait signalé l'enlèvement de civils. Les deux étudiants voulaient immédiatement partir à la rescousse, mais lorsqu'il tenta de les en empêcher, il fut frappé par un sort de sommeil et s'effondra sur la route. Il s'inquiétait du danger couru par les étudiants, mais le professeur avait déjà tout anticipé, disant qu'il s'agissait certainement du plan du directeur pour tester l'adaptabilité des étudiants. Le loup dut l'admettre. Cependant, il était inquiet car la personne utilisée cette fois était le juge brutal. Revenons au combat. Le juge utilisa sa tête de fer pour frapper Séville, lui causant une bosse au front, et asséna d'autres coups violents qui firent atrocement souffrir ses deux bras, tandis que les deux autres étaient également mis à terre. Voyant cela, il crut la mission réussie car des blessures de ce niveau pouvaient encore être guéries. Mais, à sa grande surprise, sa main tenant le marteau fut tranchée et son corps fut étroitement ligoté par des fils apparus de nulle part. Il réalisa qu'il s'agissait de la technique du prêtre aux yeux bandés qui était censé avoir quitté le village. Le prêtre émergea de l'obscurité, expliquant que la souris de l'église l'avait alerté, lui laissant ainsi le temps de revenir. Il éteignit toutes les lampes à huile, et lorsque la lumière de la lune fut obscurcie, il retira son bandeau. Le prêtre agit avec cruauté, coupant les deux jambes du juge, disant pendant ce temps qu'elle pourrait toujours être restaurée par magie. Zéro et le frère Tigre se précipitèrent immédiatement, craignant que le prêtre ne découpe l'ennemi en morceaux. Mais heureusement, il s'arrêta à temps. Rue et le loup apparurent également, témoignant des étudiants sévèrement battus. Zéro questionna le loup avec colère, le faisant paniquer et se cacher derrière le professeur. Zéro menaça qu'il dise la vérité ou affronte une punition. Finalement, le loup dut admettre que le juge avait reçu pour tâche de ramener un étudiant vivant pour échapper à la peine de mort, tandis que le vrai but était de tester la capacité du village à protéger les sorcières. Tout le monde blâma collectivement le loup pour son incompétence. Mais Zéro souligna que la faille défensive du village était trop évidente, ce qui avait permis au juge de s'infiltrer aussi facilement. Le frère Tigre et le prêtre évaluèrent que la force de combat du village était encore trop faible, et qu'une fois dispersée, elle exposerait encore plus de faiblesses. Ils reconnurent que les sorcières étaient impliquées, et que s'ils ne pouvaient pas les protéger, leur réputation serait détruite à jamais. Pendant ce temps, le loup eut l'idée pour Zéro d'utiliser le juge. Le juge s'opposa véhément, affirmant que cela dépassait l'accord, mais le loup menaça qu'il avait déjà rompu sa promesse plus tôt, donc s'il voulait vivre, il devait se conformer. Zéro accepta la proposition. Le lendemain, lors de l'annonce aux étudiants, il y eut immédiatement une réaction vive. La fille insista sur le fait que le juge n'était pas digne de confiance et exigea son exécution. Zéro répondit que si elle voulait vraiment se venger, elle le pouvait, mais que la haine ne créerait qu'un cercle vicieux. Le juge avait commis de nombreux péchés mais avait maintenant une opportunité de se racheter en protégeant le village. Néanmoins, la fille était toujours furieuse car il avait tué trop de gens. Le prêtre intervint, disant que lorsqu'il servait encore l'église, lui aussi avait tué d'innombrables personnes sur ordre, et que Ruiz Luden avait également avalé de nombreuses vies. Sous la pression de tous, elle éclata en sanglots mais finit par accepter, à la condition que le juge vive sous la surveillance du frère Tigre et qu'elle ait elle-même le droit de le commander pendant cette période. Le jour suivant, avant de quitter le village, le loup exprima son souhait que Rue l'accompagne à la bibliothèque interdite du Nord. Mais elle refusa car elle devait encore superviser les étudiants lors de ce voyage. Le loup partit à contre-cœur. Lorsque Rue revint, elle entendit Séville et Hall parler. Il dit avoir retrouvé ses souvenirs, bien qu'ils ne soient pas très agréables et qu'ils se sentent toujours étranges. De plus, ce souvenir n'aidait pas beaucoup. Avec une négativité infinie, il trouvait difficile de comprendre les émotions humaines, surtout l'amour. Séville mentionna que quelqu'un avait dit un jour que Hall semblait l'aimer, ce qui fit rougir Hall. Séville demanda alors avec curiosité ce que l'amour faisait ressentir, et Hall répondit que lorsqu'on aime quelqu'un, on veut devenir spécial pour cette personne. Séville déclara innocemment que dans ce cas, Holt était aussi spécial pour lui, faisant réaliser à Hall qu'il avait mal compris. Puis Séville se souvint soudainement, disant qu'il aimait probablement Rue davantage, ce qui attrista un peu Hall, mais elle continua patiemment à lui donner des conseils. Hall demanda à être rechargé en magie le matin, mais les souvenirs horribles firent geler la main de Seville. Il s'enfuit, confus, pour trouver Zéro. Chez Zéro, il fut rassuré et invité à s'asseoir pour boire du thé. Il expliqua que ses souvenirs étaient revenus, bien qu'il ne sache pas pourquoi. D'y pensa que c'était dangereux, mais aussi la preuve qu'il mûrissait progressivement, n'étant plus une coquille vide. Zéro lui conseilla de faire face à ses souvenirs et de devenir plus fort pour protéger tout le monde. Séville révéla aussi l'instruction de sa mère,
Il devait rester à l'écart d'une sorcière aux yeux semblables aux siens. Zéro sourit, ses yeux s'illuminant alors qu'elle révélait la vérité. Ses yeux particuliers étaient hérités de son père, qui était aussi le père du numéro 13. Cette personne était la sorcière numéro 13, le frère de Z. Zéro expliqua qu'entre eux, le numéro 13 était le seul parent restant car il pouvait détruire le monde entier. La naissance de Séville était à l'origine destinée à la préparer, car la magie de Zéro s'épuisait. Le numéro 13 avait recherché la mère de Séville, utilisant sa propre lignée sanguine pour créer un enfant avec une magie infinie. Il avait l'intention de donner ce pouvoir à Zéro. Mais la mère de Séville avait découvert cela et s'était enfuie avec son enfant. Zéro se sentait coupable, mais Séville la réconforta, disant que c'était grâce à elle qu'il était né. Cela fit rire Zil, disant qu'il était la plus belle chose que le numéro 13 avait laissée derrière lui. Séville voulait en savoir plus sur son père, et il lui dit qu'il était extrêmement rationnel, au point de l'extrémisme. Ayant provoqué une guerre dans le monde des sorcières, Seville se rappela ce matin où il avait hésité à partager sa magie avec Ol, craignant qu'elle ne meure. Il décida de devenir un fournisseur de magie, au moins jusqu'à la fin du stage, puis demanda à Zéro de l'entraîner. Zéro accepta et commença un exercice de circulation de la magie. Juste au moment où Séville lui tenait la main pour transférer la magie, il entendit un cri, mais Zéro ne lui permit pas d'être distrait, lui rappelant qu'il devait d'abord se contrôler avant de vouloir aider ses coéquipiers. Pendant ce temps, Ru était assise au bord de la rivière, essayant d'oublier les paroles de Seville disant qu'il l'aimait. Holt apparut soudainement derrière elle et raconta cette histoire. Ru fut surprise et tomba dans la rivière, puis lui dit de ne pas dire de bêtises. Holt demanda anxieusement si elle allait s'enfuir, ayant entendu que si une sorcière recevait une confession d'un étudiant, elle gardait ses distances. En effet, Ru avait l'intention de partir, mais Holt la serra dans ses bras et pleura, la faisant promettre de ne partir nulle part avant la fin du stage. Le cri provenant de l'hôpital les fit se précipiter immédiatement sur place. Ils trouvèrent Cut blessé et le juge maintenant fermement le petit garçon qui avait été sauvé de la forêt. Holt cria de le lâcher, et il relâcha immédiatement sa prise. L'enfant attrapa un fragment tranchant et se jeta sur Ru, mais elle l'appela calmement par son vrai nom, puis le rattacha au lit. Cud soupçonna qu'il avait été envoyé par l'église. À ce moment, une femme apparut, l'ancienne enseignante de Ru, apportant le déjeuner pour les patients, à la fois le juge et l'enfant. Cela fit croire à Ru que l'enfant n'était qu'un appât de l'église, destiné à attiser la haine dans le village. Pendant qu'ils discutaient, la femme aux cheveux roux apprit au juge comment se comporter. Il s'en moquait, ne voulant qu'éliminer sa cible. Lorsqu'il menaça de l'étrangler, il rencontra le bâton de l'enseignante et dut reculer. Ensuite, la femme aux cheveux roux l'emmena faire un tour du village. Le frère Tigre arriva aussi et, voyant que l'attaquant n'était qu'un enfant, il ne le tortura pas. Cud protesta véhémentement, mais le frère Tigre laissa l'interrogatoire au prêtre. Alors que le prêtre s'apprêtait à interroger le garçon, il fut soudainement attaqué, mais esquiva heureusement. Il s'avéra que l'enfant avait repris conscience et avait tout entendu. Le prêtre le fit répondre dans l'obscurité, se fiant aux expressions faciales et à la respiration pour distinguer les mensonges, mais finalement, ils ne purent extraire aucune information importante. Ru conclut que des hauts responsables de l'Église devaient être impliqués, utilisant des vestiges de désastre comme appât pour secrètement attiser la guerre. Il fallait donc être extrêmement prudent. Hall, qui avait tout entendu derrière la porte, n'était pas contente que les adultes prennent des décisions seuls. Elle se promena dans le village, puis alla à l'école et vit le juge apprendre aux enfants à tisser des paniers. L'enseignant expliqua que c'était juste un piège à poissons. Mais pour Hall, les souvenirs terrifiants de lui et de la mer de flammes des années précédentes lui revinrent en flot, la blessant et la déterminant à rester vigilante. Les enfants n'avaient pas du tout peur de lui. Hall ricana, affirmant que les villageois n'avaient peur de personne. Pendant ce temps, Cud reçut un message de la souris de Lily, rapportant que le transfert de l'enfant à Wina avait été reporté, ce qui le frustra et le décida à faire sortir l'enfant lui-même. Le petit garçon se plaignit qu'il aurait pu mourir en héros et laisser son nom dans les livres d'histoire, mais finalement, il le laissait continuer à vivre. Il avait toujours cru que les sorcières et les bêtes déchues étaient des êtres maléfiques qu'il fallait éliminer. Alors, quand il se rendit compte que les choses n'étaient pas comme il l'avait pensé, sa déception n'en fut que plus grande. Il l'emmena donc à l'église et lui donna de la nourriture préparée par Lily. Le petit garçon l'apprécia tellement qu'il sembla accro à ses plats. Cependant, quand leva le chapeau de Lily et révéla qu'il venait de manger des repas cuisinés par une souris, son visage pâlit de peur. Lily paniqua et s'excusa à plusieurs reprises, faisant aussi culpabiliser le petit garçon d'avoir été grossier envers elle. Ensuite conduisit dans une chambre propre et calme pour se reposer. Mais le petit garçon resta méfiant, pensant que les gens de l'église le trompaient délibérément,
car on lui avait enseigné que les sorcières et les bêtes déchues étaient à l'origine des démons maléfiques. Ce soir-là, Séville montra avec excitation à Zéro qu'il avait réussi à s'entraîner et pouvait utiliser les sorts de lumière très efficacement, divisant même la lumière en différentes formes simultanément. Ses amis se rassemblèrent et furent extrêmement enthousiastes, chacun voulant essayer par lui-même. Ils demandèrent donc à emprunter le bâton de Luden pour une expérience, car essayer directement sur une personne serait trop dangereux. Rue accepta sans hésitation. Au milieu de cela, Séville avoua soudainement qu'il l'aimait et qu'il voulait même l'épouser. L'aveu inattendu transforma momentanément la femme de 300 ans en une jeune fille timide de 17 ans. Elle trouva qu'il était trop précipité. Séville balaya cela, lui disant de faire comme si elle n'avait rien entendu, mais dire est plus facile que faire dans son cœur. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait traiter comme si cela n'était jamais arrivé. L'Église essayait de laver le cerveau du petit garçon et de le transformer en une arme contre les sorcières. Se réveillant d'un cauchemar, le garçon fut invité par Hol à aller pêcher avec les enfants du village. Ils se rendirent à la côte et le garçon demanda à Holt comment il pouvait faire confiance à quelqu'un comme le juge brutal. Hol répondit simplement que la confiance devait être prouvée petit à petit. Elle-même ne lui faisait pas entièrement confiance non plus, mais était prête à lui donner une chance tant que le petit garçon ne faisait de mal à personne. Le garçon, déjà confus, fut trahi par son estomac qui gargouillait, faisant éclater de rire tout le groupe. Mais dans ses yeux, il semblait y avoir beaucoup de pensées persistantes. Ailleurs, Rue fut soudainement réveillée, surprise car son neveu était apparu dans sa chambre de nulle part. Séville voulait simplement expérimenter et lui dit que la veille, il avait utilisé des connaissances du livre de son père pour créer une potion. Rue la regarda mais ne comprit pas un seul caractère, alors que son neveu comprenait tout. Sachant que l'auteur était le frère 13, Rue comprit immédiatement beaucoup de choses. Elle fut encore plus étonnée quand elle vit Séville reconnaître que c'était son père, mais sans montrer de réaction envers le plus grand vilain du siècle. Séville n'était intéressée que par la formule de la potion contenant de la magie. Séville déposa une goutte de la potion dans le noyau du bâton et il brilla immédiatement avec éclat. Luden attrapa ensuite l'éprouvette, la but entièrement, et dansa même de joie. Rue toucha le bâton et découvrit que la magie à l'intérieur était aussi puissante que celle de 2 sorciers, ce qui stupéfia Séville, car en fabriquant la potion, il avait délibérément retenu son pouvoir. Séville était déterminé à faire plus de potions, mais dit aussi franchement qu'il continuerait à demander la main de l'enseignante. Rue, déstabilisé par sa persistance, ne put que l'éloigner avec tact pour se concentrer sur la surveillance. À ce moment-là, Cud regardait les enfants jouer près de la rivière avec Hol. Le juge brutal, témoin de cette scène, se souvint de son enfance misérable, vivant sous la violence d'un père qui ne lui avait appris qu'à poser des pièges pour survivre en tant que chasseur. Une fois, un noble était venu engager son père et lui pour poser des pièges, torturer et chasser des esclaves en fuite. Plus tard, des membres de l'association des juges tuèrent ce noble et le recrutèrent dans l'armée anti-sorcière de l'Église. De retour au présent, il bavarda avec Hul. Elle venait du nord, sa terre natale détruite par les sorcières. Pourtant, elle avait choisi de vivre en paix avec eux. Alors que Hulsful jouait avec les enfants, Hol s'approcha, disant qu'il était tombé amoureux de la jeune enseignante. C'est alors qu'ils virent le garçon marcher dans la rivière avec l'apparence d'un zombie. Le juge sentit immédiatement le danger et cria à tout le monde de s'éloigner. Juste après, l'estomac du garçon éclata, et de l'intérieur poussa une énorme bouche pleine de dents. Le juge se précipita et donna un coup de pied au monstre, avec l'intention de le frapper à mort, mais celui-ci développa 2 membres semblables à des couperets qui lui tranchèrent le bras. Hol tenta d'utiliser un sort de sommeil, mais le monstre n'en fut pas affecté, probablement parce que le garçon était complètement inconscient. De fluideuses bouches continuaient de pousser sur son corps. Le juge comprit que ce que le garçon avait apporté n'était pas seulement un monstre, mais un soldat suicide d'une faction extrémiste. Il dit à tous de fuir, le laissant seul face à lui. Mais Hol savait qu'il n'était pas assez fort et n'avait aucune arme. Elle emmena courageusement les enfants loin pour ne pas les distraire. Alors que le monstre approchait, Hol dit au juge de le maintenir fermement pour qu'elle puisse réciter un sort. Le juge risqua sa vie en serrant ses 2 membrages, gardant une distance mais se faisant quand même transpercer. Au moment où Hol termina son long incantation, le juge avait sacrifié une jambe. La magie érigea 4 murs de pierre entourant le monstre, mais ce n'était pas suffisant pour le contenir. Sans autre option, ils durent choisir de tuer à la fois le garçon et le monstre. Le juge se précipita pour couvrir de son corps. Holt hésitait encore, mais Cud fut décisif, se coupant la queue pour un sacrifice final d'invocation. Le sort prolongé rendait tout le monde anxieux, tandis que le juge pensait avoir été abandonné. Heureusement, Cud avait gardé un peu d'humanité et soigna ses blessures. Alors qu'il pensait que c'était fini,
des centaines d'organismes semblables à des gobe-mouches jaillirent des restes calcinés du monstre, horrifiant tout le monde. Le juge avait perdu tellement de sang qu'il ne pouvait plus courir. Soudain, il réalisa quelque chose, appuya leurs deux têtes contre le sol et leur dit de se taire. Rue était apparue. Elle invita Luden à prendre un léger repas, et il ouvrit simplement sa bouche pleine de dents et avala d'un coup tous les malheureux coléoptères. Après la mort tragique du garçon, Séville, Cud et Hall s'occupèrent en silence des funérailles. Pendant ce temps, Séville baissa longtemps la tête, se promettant de ne plus laisser personne mourir injustement. Sous ce ciel lourd, soudain, le rugissement d'un dragon résonna. De loin, le roi Brise-Dragon descendit sur un dragon de feu, apportant un décret du royaume de Winius. Ce village allait bientôt devenir un champ de bataille. Tous trois furent surpris, comprenant chacun que la tempête sanglante s'était rapprochée. Sans tarder, le groupe se dépêcha de retourner au village pour rencontrer Zéro et clarifier la situation. Ju les accueillit calmement, disant que si les étudiants ne revenaient pas comme ordonné par l'académie, ils seraient tous immédiatement expulsés. Cud et Holt affirmèrent encore qu'ils resteraient pour aider, mais Zéro répéta simplement que c'était un défi qu'il ne devrait pas interférer. Séville, le visage plein de détermination, l'interrompit, disant que s'il devait choisir, il préférerait quitter l'école plutôt que d'abandonner les villageois. Il croyait qu'un sorcier n'étudie pas seulement pour passer des examens, mais vit pour protéger. L'académie avait des règles strictes. Les apprentis sorciers et sorcières n'étaient absolument pas autorisés à s'engager directement dans le combat. Ils n'étaient autorisés qu'à poser des pièges, à retenir les ennemis, mais pas à tuer. Séville réfléchit un moment, puis affirma que si les pièges étaient intelligemment conçus, un seul suffirait à neutraliser 10 ennemis. Ainsi, même une armée de milliers d'hommes pourrait être arrêtée. La manière de parler de Séville fit taire tout le monde. Pour la première fois dans la conversation, Zéro montra un peu d'intérêt. Séville ne faisait pas que parler. Il sortit de son manteau une fiole de potion magique, une solution scintillante émettant une lumière étrange. C'était le résultat de ses recherches. Zéro plissa les yeux pour la tester et reconnut immédiatement que ses capacités dépassaient largement les attentes. Elle promit franchement que si Séville faisait vraiment des contributions dans cette bataille, il non seulement éviterait l'expulsion, mais pourrait aussi être reconnu comme diplômé immédiatement. À peine eut-elle fini de parler que Rue bondit, excitée, déclarant que ce serait le projet de fin d'études pour ses étudiants. Zi arrêta immédiatement Rue, soulignant que c'était la décision de l'académie, sans rapport avec des étrangers. Mais Rue ne céderait pas. Elle durcit son visage, affirmant que si les étudiants étaient rappelés à l'école, elle partirait aussi, car maintenant elle en était venue à aimer ce village. Rue fit même semblant d'être au bord des larmes, laissant Zéro se prendre la tête de frustration. Finalement, Zéro promit à contre-cœur de discuter avec le directeur d'une considération spéciale. En effet, la nouvelle envoyée provoqua immédiatement une sensation. Le directeur lut le plan de mettre fin à la guerre sans victime proposé par Zéro. À son retour, le loup essaya immédiatement la potion offerte par Séville. Une seule goutte restaura significativement la magie, la laissant incapable de cacher son étonnement. Interrogée, elle apprit que la formule venait du livre écrit par le père de Séville. En entendant cela, les deux amis écarquillèrent les yeux, car l'identité de son père n'était autre que le tristement célèbre numéro 13 de l'histoire. Cette vérité fut comme un choc lourd, rendant tout le monde silencieux un instant. Pendant ce temps, il invita le juge en classe pour que les élèves puissent le remercier. L'oncle brutal, habitué à grogner, se tenait maintenant sans voix devant l'innocence des enfants. Reconnaissant ce malaise, l'enseignante lui mit rapidement un bonbon dans la bouche, adoucissant un peu l'atmosphère. La petite fête se termina, et quand ils restèrent seuls tous les deux, la jeune enseignante tenta de se rapprocher, ses yeux brillants de confiance. Elle sentait clairement que le juge était ému, mais il se détourna doucement. Dans son cœur, il se dit qu'il n'était pas digne de quelque chose appelé amour. Il alla à l'auberge et rencontra par hasard la jeune Hall en train de manger là. La fille le taquina, disant que le vieil oncle savait encore être gêné par l'amour. Après quelques plaisanteries, Hall revint au sujet principal de la guerre. Elle affirma que le plan de Séville plaçait beaucoup de responsabilités sur le juge, car ses pièges seraient un lien crucial. Bien que personnellement, elle n'aimait pas lui faire autant confiance. Après qu'il eut risqué sa vie pour sauver des gens, elle dut ouvrir son cœur pour lui donner une autre chance. Cette nuit-là, le juge resta assis en silence, le cœur en désordre. Les crimes passés continuaient de le tourmenter. L'avenir était incertain, le laissant incertain de sa place. Le lendemain, les villageois installèrent collectivement des pièges, renforçant chaque entrée et sortie. Zéro discuta de la stratégie avec les étudiants, tandis que Rue et le frère Tigre affirmèrent que si l'ennemi était trop fort, il devrait se battre jusqu'au bout. Le prêtre entra, apportant l'information que les forces ennemies atteignaient 10 000 hommes.
mais la plupart n'étaient que des paysans endoctrinés. Le complot de la faction anti-sorcière était clairement de forcer les sorcières à attaquer des gens ordinaires, les transformant en méchants aux yeux du monde. Lily courut à l'intérieur, appelant le frère Tigre pour distribuer de la nourriture. Le prêtre en profita pour lui conseiller d'évacuer avec les villageois, mais Lily secoua obstinément la tête, affirmant qu'elle resterait pour le protéger. En entendant cela, le prêtre soudain fut ému, souhaitant avoir une petite sœur aussi adorable que la fille souris. Rue et le frère Tigre ne manquèrent pas l'occasion de penser à des bêtises et furent immédiatement réprimandés par le prêtre pour leurs esprits obscurs. Pendant que Lily et le frère Tigre étaient occupés, Rue apporta le spécimen de monstre de l'estomac du garçon pour que le prêtre l'examine. Il fronça les sourcils en l'analysant. Cette créature avait la capacité de se répliquer à l'infini. Si elle n'était pas contrôlée, elle dévorerait tout le continent. La faction extrémiste devait certainement avoir un moyen de la contrôler avant de la relâcher. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, la personne derrière tout cela était le cerveau. Ce soir-là, le groupe se réunit pour vérifier minutieusement le plan. Séville se leva soudain, disant à Zéro de prendre toute sa magie si nécessaire. Non pour son propre bénéfice, mais parce qu'elle portait la responsabilité d'établir la paix entre les sorcières et l'humanité. Puis hocha la tête, prenant la main de Seville. La quantité de magie transférée la fit tourner la tête. Même une fois complètement rechargée, Seville semblait encore avoir un surplus infini. Zéro lâcha rapidement prise avant d'exploser, puis sourit et conféra à Séville le titre de sorcier des abysses. Le groupe explosa de joie, félicitant Séville d'avoir enfin son propre titre magique. Pendant ce temps, Rue avait quitté le village tôt le matin, repérant silencieusement les forces ennemies. Celles-ci approchaient avec une puissance formidable. Non seulement nombreuses, mais aussi bien équipées, accompagnées de bêtes déchues et de monstres. Alors que Rue observait, elle espéra silencieusement que son ami au ciel veillait pour être témoin de cette bataille dramatique. Très vite, cette armée s'approcha du village, mais rencontra à sa surprise les souris de Lily. Les souris dodus se ruèrent en masse pour attaquer, les forçant à changer d'itinéraire. À leur grande surprise, le nouveau chemin était rempli de pièges partout. En se retournant, ils virent qu'une armée entière avait été découpée en morceaux. Des cris de douleur retentissaient de toutes parts. À ce moment, une pluie bleue tomba du ciel, guérissant tous les soldats, restaurant rapidement leurs membres et leurs blessures. En remarquant les inscriptions gravées sur les troncs d'arbres, l'armée comprit que les sorcières ne faisaient que jouer avec eux. Un autre groupe de soldats fut accueilli par des pièges de feu, laissant leur corps brûler, mais pas gravement blessés. Seule leur armure et leurs vêtements furent roussis. Le commandant comprit immédiatement que les sorcières avaient fait preuve de clémence, leur épargnant la vie. Il ordonna donc une retraite. Cependant, le vrai danger résidait toujours dans le chef de toute l'armée, un monstre possédé par un démon. Après avoir reçu le rapport, Zéro informa le groupe que toutes les troupes secondaires avaient battu en retraite après être tombées dans les pièges. Les étudiants applaudirent joyeusement, mais Zéro les rappela aussitôt qu'une menace plus grande persistait. Le monstre possédé et les bêtes déchues qui approchaient. C'est alors qu'une terrible nouvelle arriva. Lily avait été capturée. Le prêtre paniqua et se précipita pour la sauver. Lily était tombée entre les griffes de la créature possédée et de sa meute de bêtes déchues. Il l'avait piégée dans un filet, avec l'intention de la ramener au village pour la dévorer devant les villageois, en signe de puissance. Le monstre riait de joie à l'idée d'une telle scène. Mais avant qu'ils ne puissent exécuter leur plan, le filet d'acier fut déchiqueté par un coup du prêtre, libérant Lily. Les bêtes déchues furent rapidement neutralisées par lui. La créature possédée se jeta en avant pour dévorer Lily, mais le prêtre balança sa faux à temps, lui tranchant le bras. Lily courut, terrifiée, se cacher derrière lui. La créature possédée fut stupéfaite de constater que la blessure à son bras ne régénérait pas, car la faux avait été bénie par l'Esprit Saint, devenant son parfait ennemi. Elle fut forcée de couper la partie blessée de son bras, qui repoussa immédiatement. C'est alors que le frère Tigre apparut, abattant de nombreux mercenaires en quelques gestes. Mais la créature possédée utilisa son pouvoir pour ressusciter instantanément les spires, les transformant en cadavres obéissants. Le prêtre dit immédiatement à Lily de fuir pour qu'il puisse, avec le tigre, gérer la bataille. Pendant ce temps, le reste de la meute de bêtes déchues avait atteint la porte du village, mais fut également éliminé par les pièges dissimulés. Reconnaissant les 3 jeunes mages comme des sorciers prometteurs, leur chef mobilisa 500 soldats pour attaquer simultanément. À ce moment précis, le juge brutal apparut, balayant le champ de bataille dans un bain de sang. Zéro arriva aussi rapidement avec ses étudiants pour les affronter. Suivant ses ordres, des volées de flèches magiques pleuvoirent, obligeant les bêtes déchues à chercher précipitamment un abri. Bien qu'un peu déçu par le nombre écrasant d'ennemis, Zéro encouragea tout de même ses étudiants à s'adapter à la situation.
La bataille s'intensifia avec les mercenaires chargeants. Le juge lança une fiole de potions magiques, faisant germer du sol des vignes qui ligotèrent étroitement les ennemis. Un échappé tenta de capturer les 3 étudiants, mais fut rempli de magie par Séville, ce qui le fit exploser. Hall ne se laissa pas distancer. Utilisant une pluie de feu pour brûler un groupe de bêtes déchues, ayant réussi pour la première fois à contrôler la magie de feu sur une large zone, elle était à la fois excitée et inquiète, craignant d'être allée trop loin. Cud descendit soigner les blessés, semant encore plus la confusion chez l'ennemi. C'est alors qu'un violent fracas retentit au loin. Il s'avéra que le frère Tigre et la créature possédée avaient combattu jusqu'à la porte du village, s'affrontant férocement, détruisant même la clôture en bois. Le frère Tigre trancha le bras du monstre et lui entailla la gorge, mais il se rétablit instantanément. À court d'options, le frère Tigre dut appeler sa sœur sorcière. Elle l'avertit de s'éloigner dès qu'elle donnerait le signal. Elle commença à incanter, ouvrant une immense porte verte dans le ciel. Lorsque le frère Tigre se retira, la créature possédée fut immédiatement entraînée vers le haut par des hordes de zombies surgis de terre, qui lui arrachèrent des morceaux de chair. Elle hurla, puis fut réduite à un squelette desséché en quelques minutes. La scène horrifia Séville et ses amis. La sorcière annula son sort, disant sévèrement que c'était précisément pour cela que les sorcières et sorciers puissants pouvaient détruire le monde s'ils perdaient leur chemin. La bataille prit fin, et les soldats mercenaires se retirèrent. Le directeur et ses alliés observaient de loin, aussi heureux que s'il assistait à un spectacle. Ils invitèrent même les 7 dirigeants de l'église à se joindre à la célébration. Pendant ce temps, un évêque se trahit en sachant trop sur les monstres. Il fut démasqué, bien qu'il ait tenté de nier. Soudain, de petits monstres surgirent de la forêt, semant la panique. L'évêque se vanta d'avoir un moyen de protéger tout le monde, mais fut rapidement démasqué lorsqu'il devint lui-même la cible. Tout se transforma soudain en une farce. Ce n'était qu'une illusion créée par Rue pour révéler son vrai visage. Elle força l'évêque à avaler des œufs de monstres, le faisant trembler de peur jusqu'à ce qu'il se soumette enfin. Les rumeurs de la bataille se répandirent dans tout le sud, devenant un sujet de moquerie. Une armée de 10 000 hommes incapables de vaincre un simple village. Cet évêque fut aussi maudit pour avoir amené des monstres dans le sud. Le directeur convoqua les 3 étudiants et leur remit leur diplôme de fin d'études pour leurs performances exceptionnelles. Les enfants restèrent stupéfaits, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un autre test. Après avoir été rassurés, ils demandèrent s'il y avait des emplois stables après l'obtention du diplôme. Le directeur répondit avec assurance qu'elle avait préparé des postes appropriés. Un voyage vers la bibliothèque interdite du Nord pour collecter des informations sur les vestiges du désastre. Le trio retourna au village des sorcières pour faire ses bagages. Zéro donna à Séville le livre de son père, lui souhaitant un voyage sans encombre. Ils firent leurs adieux à tout le monde et commencèrent une nouvelle aventure, avec de nombreux défis à l'horizon.